8h17, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Bonjour Julien de Normandie. Bonjour. La contestation en Guadeloupe, le suicide des agriculteurs, la cohabitation ours habitant dans les Pyrénées, la grippe aviaire, autant de sujets que nous allons aborder. Mais commençons tout de même par Jean Castex positif. Vous avez éternué là, vous n'êtes pas positif, vous n'êtes pas cas contact. Non, rassurez-moi, parce qu'il y a quelques ministres qui étaient cas contact quand même. Pour ma part, je ne suis pas cas contact. Oui, bon voilà, et je le précise pour les auditeurs, il y a de la distance entre nous, quasiment en fait 2 mètres. Est-ce que au gouvernement justement on s'est un peu relâché dernièrement dans les gestes barrières? On garde ces distances ou pas? Puisque Jean Castex, alors bon, ça a été personnel, mais avec sa fille, mais tout de même. Mais je crois que cela montre surtout que nul n'est à l'abri de ce virus à l'évidence, et que on voit bien qu'il y a parfois des relâchements sur les gestes barrières à l'évidence, parce qu'on en a tous marre de ce virus, parce que ces gestes barrières c'est contraignant, et parfois aussi parce qu'on se dit je suis vacciné, je n'ai plus aucun risque. Et en fait, ce n'est pas ça la vérité. Et donc, il nous faut redoubler de vigilance parce que cette 5e vague est là, parce que le virus est toujours très présent, parce qu'on voit le nombre de contaminations qui augmente. Et donc, nous devons collectivement rester sur nos gardes et continuer à faire l'ensemble de ces gestes barrières. Et ça vaut pour l'ensemble de la population, absolument l'ensemble. Oui, mais comment va travailler le gouvernement là avec Jean Castex à l'isolement? Nous avons déjà eu l'occasion, si je puis dire, d'expérimenter cela, puisqu'il y a déjà eu, y compris le Premier ministre, qui avait été à l'époque cas contact et qui donc était à l'isolement à distance. Et nous avons les moyens techniques pour continuer à travailler. Le Premier ministre est à l'isolement à Matignon, mais continue de travailler, évidemment par visio pour tenir les réunions. Mais le fonctionnement de l'État n'est en rien impacté à l'évidence. Encore un mot, Julien de Normandie, sur la menace de cette 5e vague. Vous êtes le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Est-ce qu'il y a une menace sur le salon de l'agriculture en lui-même qui aura lieu, qui est prévu au mois de février? Non, pour l'heure, le salon est confirmé. Il se tiendra à la fin du mois de février. C'est un moment très important et nous ferons absolument tout pour qu'il puisse se tenir. Après, nous sommes au mois de novembre. Quelle sera la situation sanitaire Vous allez l'étudier dans les semaines qui viennent, quoi. Pour l'instant, on a donné le go, si je puis dire, il y a quelques semaines pour la tenue du salon. Évidemment, on s'adaptera avec les conditions sanitaires, mais on souhaite tous, absolument tous, que ce salon de l'agriculture puisse se tenir. Vous avez vu que les régies du salon a été identifiées et nommées il y a quelques jours. C'est une grande fête populaire, c'est un grand salon, une grande foire agricole que les Français attendent, et nous ferons tout pour évidemment qu'elle puisse se tenir. Et la situation sanitaire fera que nous adapterons au fur et à mesure. Bon, la contestation en Guadeloupe, comment le gouvernement faire redescendre la pression sur l'île qui s'est d'ailleurs étendue, cette contestation hier à la Martinique? Bien, je crois que les paroles du Premier ministre étaient hier soir très claires. D'abord, une condamnation ferme des violences, et je crois qu'il faut le dire, le rappeler. La priorité des priorités, c'est le rétablissement de l'ordre républicain. C'est d'ailleurs ce que demandent les Guadeloupéennes, les Guadeloupéens, qui évidemment aspirent à ce retour de l'ordre républicain. Et c'est l'action que fait le gouvernement. Et en même temps, hier, le Premier ministre a bien indiqué la nécessaire discussion, la nécessaire concertation sur ce qu'un certain nombre de personnes demandent, ressentent, c'est-à-dire la question de cette vaccination. Mais il faut qu'on en est tous conscients. Julien de Normandie. Non, mais ce point est très important. Il faut vraiment qu'on ait tous conscience que notre seule arme efficace contre le virus, c'est cette vaccination. Et c'est vrai sur tous les territoires de la République. Même si ça n'empêche pas d'être contaminé par ailleurs, quoi. On le voit avec Jean Castex, bien sûr. Tout le monde le sait, même si ça n'empêche pas cela, même si ces vaccins diminuent fortement cette probabilité, et en même temps diminuent fortement, si vous l'attrapez quand même, la probabilité d'avoir une forme grave. Et toutes les études scientifiques le montrent. On sait bien que la seule façon de se sortir face à ce virus, c'est la vaccination. Mais est-ce qu'il n'y a pas une défiance aussi des Antillais envers les autorités sanitaires, notamment depuis le scandale du chlordécone? On rappelle ces pesticides qui a été utilisé dans les bananeraies. Où en est-on d'ailleurs? Parce que vous deviez reconnaître le cancer de la prostate qui est issu en fait de ça. C'est fait. C'est fait. Oui. Il y a eu un gros travail. Et d'ailleurs, j'insiste sur le fait que le président de la République est l'un des premiers présidents à avoir mis ce sujet du chlordécone sur la table. Mais le décret est passé, là? Je suis pas sûr. Si. Je rentre pas sur la technicité. Oui, mais tout de même, c'est important. En fait, l'instance
scientifique et sanitaire qui devait le valider vient de le valider. Et donc maintenant, c'est une formalité que de passer les textes réglementaires. Mais c'est une formalité. Donc le décret, là, d'ici la fin de l'année, on peut l'annoncer aux Antillais? Oui, enfin, ça a déjà été annoncé, ils le savent. Ce qui était l'étape nécessaire, c'est-à-dire la reconnaissance scientifique pour ce qu'on appelle inclure ce facteur dans le tableau des maladies professionnelles, a été fait, a été acté. Et donc aujourd'hui, j'en ai pris l'engagement. Nous prendrons ce décret qui, conformément à cet avis sanitaire... D'ici la fin de l'année? Dans les quelques semaines, oui. Dans les quelques semaines. Mais ce qui est sûr, c'est, je le redis, le président de la République est l'un des premiers présidents à avoir mis ce sujet du chlordécone sur la table en disant que l'État devait prendre sa part de responsabilité. Les mots étaient importants. Et devait également prendre sa part dans les réparations. Et c'est ce que nous faisons avec des financements importants qui sont dédiés. Venons-en, Julien de Normandie, à la situation des agriculteurs. Vous présentez aujourd'hui une feuille de route sur l'accompagnement de ces agriculteurs en situation de détresse, qui conduit parfois au suicide de ces agriculteurs. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une surreprésentation toujours du nombre de suicides chez les agriculteurs par rapport à d'autres professions? Oui, le constat, il est dramatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une surmortalité par suicide dans les exploitations agricoles. Et c'est un constat qui nous oblige. C'est des drames familiaux, c'est des drames humains, c'est des drames sur nos territoires. Et donc ce constat, il nous oblige. Il nous oblige à faire quoi? Il nous oblige à prendre des mesures beaucoup plus fortes que jusqu'à présent pour prévenir ces situations de détresse et pour accompagner quand détresse il y a. Alors c'est quoi ces mesures beaucoup plus fortes? Il y a d'abord des mesures ambitieuses sur le fond et des moyens importants qui sont dédiés. Les moyens importants qui sont dédiés, c'est une augmentation de 40% de l'ensemble des dispositifs financiers existants dès le début de l'année 2022. Donc dès maintenant, plus 40%. Plus 40% sur quoi alors précisément? Parce que là, c'est des aides d'accompagnement. Je vous donne un exemple, votre situation... Pour des agriculteurs qui sont en situation de détresse. Qui sont en situation, vous avez une exploitation agricole qui va mal, vous devez d'abord avoir un accompagnement. Cet accompagnement, il peut coûter cher pour faire par exemple un audit économique. Eh bien l'État va venir financer cela. Ensuite, vous avez besoin de fonds ou d'appui économique pour redresser votre exploitation. Il y a des dispositifs qui existent. On vient les renforcer, on vient même les doubler. Ensuite, vous avez un point très important pour un agriculteur, c'est parfois, quand vous allez mal, avoir la possibilité de prendre un peu de temps de recul. C'est ce qu'on appelle l'aide au répit. Cette aide au répit, on va significativement la renforcer. Et donc, il y a d'abord tout un volet des outils d'accompagnement pour, quand vous avez identifié une détresse, vous puissiez y apporter des solutions. Et puis après, notamment sur un plan psychologique, parce que là, vous avez abordé l'aspect financier. Mais bien souvent, ces agriculteurs disent que ils ont des portes fermées ou des portes froides, si je puis dire, aussi de l'administration. Et voilà, et ça c'est le deuxième axe de ce plan très important, c'est de remettre l'humain au centre de tout. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate sur les territoires, c'est que vous avez beaucoup d'acteurs qui font des actions pour accompagner, pour prévenir ces situations. Mais parfois vous avez des silos. Parfois on oublie que à la fin des fins, c'est-à-dire chacun. Vous avez ceux qui vont piloter la politique économique, ceux qui vont piloter la politique sociale, ceux qui vont piloter la politique médico-psychologique, ceux qui vont piloter la politique administrative. Et donc il faut remettre l'humain au centre de tout. Et c'est ce qu'on fait dans ce plan. C'est le deuxième axe, c'est mettre beaucoup plus d'humanisation dans l'ensemble des démarches. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes agriculteur et que vous allez mal, vous recevez souvent plein de courriers de créances, vos créanciers qui vous demandent des remboursements. Parfois, ces courriers, c'est pour quelques euros. Et quel est le comportement? C'est d'ailleurs un des signaux faibles qu'on constate, c'est que l'agriculteur, il n'ouvre plus les courriers. Et quand vous êtes justement ce réseau qu'on est en train de renforcer, qui vient à l'écoute des agriculteurs, l'un des moments où vous vous dites ça va très mal, c'est quand vous voyez la pile de courriers non ouverte. Et quand vous prenez, qui peut s'en apercevoir, quoi? C'est le facteur, justement. Alors ça, je termine juste ça sur le volet humain, c'est-à-dire est-ce qu'il est justifié quand vous savez qu'il y a une situation, quand vous pouvez avoir les moyens d'identifier qu'il y a une situation difficile, changer ses comportements. Et là, on a des engagements pris à la fois par la mutualité sociale agricole, à la fois par les institutions financières, les banques, par les assureurs, pour remettre beaucoup plus d'humain dans des démarches qui se sont automatisées. Et puis le troisième volet, c'est le aller vers. Aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs, je voudrais vraiment les saluer, qui œuvrent pour lutter contre ces situations de détresse. Vous avez la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, vous avez des associations, vous avez les chambres d'agriculture, la coopération agricole.
vous avez un dispositif très important qui est Agri-Écoute. Je vais mal, je peux appeler un numéro de téléphone. La réalité, c'est quand vous avez une politique sociale, il faut faire du aller vers. Si moi je vous dis, Patrick Roger, vous allez mal, si un jour vous allez mal, appelez un numéro de téléphone, c'est bien, mais parfois quand vous allez mal, c'est difficile de prendre votre combiné de téléphone. Et donc on va renforcer un réseau qui s'appelle les sentinelles, qui peut être les voisins, les élus locaux, les facteurs, les banquiers, les spécialistes de la profession agricole, pour être formés à ces signaux faibles, aller vers les agriculteurs et leur dire quand j'ai détecté une situation où ça va mal, eh bien à ce moment-là, je vais vous mettre dans les mains des professionnels pour vous accompagner. Ce qu'on appelle le réseau sentinelle. On va le renforcer et je crois que c'est là aussi un élément très important. Bon, avant d'aller mal, on va pas refaire évidemment la politique agricole, mais souvent ils disent, les agriculteurs, je veux vivre aussi de ma production. Et là, il y a ces problèmes en fait de commerce mondial, européen, de la concurrence. Qu'est-ce que vous pouvez leur faire passer comme message, quoi? Est-ce que vous les défendez vraiment? Oui, et vous savez, c'est un monde que je connais particulièrement bien et je le fais avec toute l'énergie qui est la mienne. Mais vous savez, il y a quand vous êtes dans une situation de détresse, il y a évidemment plusieurs facteurs. Enfin, il y a quand même 2 facteurs qui reviennent beaucoup. C'est la rémunération et la considération. Cette rémunération et cette considération... il y a de l'agribashing en permanence aussi. Cette rémunération, cette considération, elles sont extrêmement importantes et je crois que chacun d'entre nous a d'ailleurs son rôle à jouer. La rémunération, moi je le dis très clairement à tous ceux qui nous écoutent en tant que consommateurs. Vous savez, on demande de plus en plus de produits qui respectent l'environnement, qui respectent la nutrition, etc. Et parfois, quand on est consommateur et quand on en a les moyens, on ne fait pas le choix de ces produits. Pas toujours. Le meilleur moyen de croire dans notre agriculture, d'aider nos agriculteurs, c'est de consommer local. Et moi, mon rôle, et c'est une nouvelle loi qui vient d'être passée d'ailleurs, une loi profondément de régulation, c'est de dire, si vous, consommateurs, vous faites le choix d'acheter local, moi, la nouvelle loi que j'ai passée, elle s'assure que l'argent que vous avez dépensé ne reste pas dans les poches de la grande distrib ou des industriels, mais soit bien rétrocédé à l'agriculteur. Et c'est ça ce pacte de société. Julien Normandie, un mot aussi, parce que l'année 2021 a été marquée beaucoup, évidemment, par des épisodes climatiques assez difficiles. Vous devez revoir l'assurance récolte pour les agriculteurs. Quel en est le principe et quand est-ce que ça va être opérationnel? Le principe, c'est assez simple. C'est prenez un jeune agriculteur qui s'installe. D'abord, il achète l'exploitation, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, et après, pendant les 2, 3, 4, 5 années suivantes, il ne sait pas s'il ne va pas se prendre un épisode de grêle, de gel, de canicule, et donc pas de rémunération. Et aujourd'hui, le système de prendre une assurance, comme vous le faites pour votre habitation ou votre voiture, n'est pas adapté parce que c'est trop cher, parce que ça ne couvre pas assez. Et donc, on a fait une grande réforme qui revoit totalement ce système assurantiel, qui fait jouer d'ailleurs la solidarité nationale, qui existe par exemple sur le volet de l'habitation, qui n'existait pas dans le domaine agricole. Donc on rentre avec une solidarité nationale pour venir aider nos agriculteurs. Et le principe, il est assez simple, c'est de donner accès à une assurance qui me permet de me couvrir contre les risques climatiques. On le fait très vite puisque je présenterai ce projet de loi dès mercredi prochain, enfin pas demain, mais dans 10 jours, une semaine, en Conseil des ministres. Il sera ensuite, ce projet de loi, présenté à l'Assemblée nationale à la mi-janvier, puis au Sénat quelques jours après, pour que donc ça va être une garantie en quelque sorte aussi pour les agriculteurs. C'est une assurance. C'est une assurance contre les risques climatiques. Julien Normandie, il nous reste en fait une minute. Un mot quand même aussi sur ce qui s'est passé dans les Pyrénées avec l'ours et ce chasseur. Est-ce que vous êtes du côté des éleveurs qui, eux, craignent qu'il y ait davantage, et il y a en fait des incidents et des accidents avec les ours qui sont de plus en plus nombreux dans les Pyrénées? On a le même sujet avec les ours, avec les loups. Et aujourd'hui, figurez-vous, avec les vautours. Et donc là, moi, ma position, et qui est celle du gouvernement et du président de la République, a toujours été très claire. Il faut de la cohabitation. Mais la cohabitation, ça veut bien dire cohabitation. C'est-à-dire que ça peut pas être l'un et pas l'autre. C'est-à-dire que si le résultat, par exemple, de la question du loup, c'est que demain vous n'avez plus d'éleveurs, ce n'est pas de la cohabitation. Et donc là, comment faire? Là, il faut avoir des mesures fortes de gestion de ces populations. Par exemple, sur le loup, on sait qu'on avait un gros sujet qui est que les agriculteurs, les éleveurs, les gens des territoires disent vous faites des prélèvements de loups. C'est vrai, on fait des prélèvements de loups. Mais
on n'est pas d'accord sur le nombre de loups qu'il y a sur le territoire. Donc on part pas du même constat. Et à l'évidence, quand vous partez pas du même point de départ, vous n'avez pas beaucoup de chances d'arriver sur le même point d'arrivée. Et donc on a rouvert ce sujet pour se dire, on se met d'accord sur un territoire, c'est quoi véritablement la solution, et on adapte nos politiques locales. Alors sur loups, vautours et les ours, est-ce qu'il y en a une 60aine? Est-ce que c'est trop dans les Pyrénées aujourd'hui? C'est pas à moi de dire en fonction oui, mais du nombre. Vous avez les éleveurs, Julien Normandie. Non, mais parce que encore une fois, moi je ne suis pas sur je ne sais pas quel est le nombre idoine d'ours sur un territoire de montagne. Excusez-moi. En revanche, ce que je sais, c'est que il faut à chaque fois gérer cette cohabitation, et il faut avoir à chaque fois une vision aussi en fonction des espèces quand vous avez des animaux qui ont des comportements déviants. Très important. Et donc moi mon rôle, il est celui-là, c'est d'avoir des politiques publiques qui à la fin permettent cette cohabitation. Je suis très clair sur le loup, sur l'ours, c'est un sujet un peu différent. Sur les vautours, on est en train de mettre en place une politique publique là-dessus. Donc il va y avoir de nouvelles concertations autour de l'ours, quoi. On n'arrête pas de le faire, mais il faut à chaque fois ces équilibres. Parce que vous savez, souvent la réponse facile, c'est quoi? C'est dire, l'éleveur, si jamais vous avez un loup ou un ours qui vient manger votre troupeau, vous inquiétez pas, vous êtes indemnisé. Mais ça, c'est pas une réponse. Non. C'est pas une réponse, parce que c'est un traumatisme. Et puis imaginez quand vous passez vos nuits dans les alpages pour vous prémunir, mais c'est un stress qui est insupportable. Et donc il nous faut avoir à chaque fois des politiques de gestion de ces populations qui permettent la cohabitation. Je peux pas être plus clair, et je le dis avec beaucoup de force. Et c'est d'ailleurs ce que le président de la République a dit encore récemment aux différentes parties concernées. Merci Julien Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. On croise les doigts aussi toujours pour le salon de l'agriculture, évidemment. J'espère vous y retrouver. Nous y serons. Avec plaisir, on y sera. Merci d'être venu ce matin au micro de Sud Radio.